Bonjour à vous. Bienvenue à notre cours sur les filtres actifs. Dans ce cours, nous allons voir une application des amplis opérationnels qui peuvent nous permettre de filtrer certaines fréquences, un peu comme nous retrouvons dans des consoles audio avec des equalizers, comme on voit à l'écran en ce moment, qui permettent en fin de compte tout simplement de filtrer certaines fréquences, les low, les mid ou les high frequency, et ça nous permet en fin de compte de faire des corrections sur un son, sur la musique ou quelque chose comme ça. Mais en plus de ça, bien évidemment, ça a des tonnes d'applications dans beaucoup d'autres types de signaux qui ne sont pas nécessairement du audio. Commençons notre analyse. Donc, premièrement, nous avons déjà étudié les filtres passifs. Les filtres passifs, par exemple, quand on utilisait simplement un circuit ARC, donc juste une résistance et un condensateur. Vous avez vu aussi des filtres passifs dans d'autres cours avec des bobines, donc des circuits ARL ou ARLC, ce genre de circuit. Donc, les filtres passifs, comme on connaît, ça laisse passer certaines fréquences et ça bloque d'autres fréquences. La propriété qui fait qu'on laisse passer certaines fréquences se nomme la sélectivité. C'est un terme important à se remémorer. Un filtre est sélectif, donc il fait la sélection des fréquences qu'il veut laisser passer. La différence avec un filtre actif, c'est qu'on combine la sélectivité d'un circuit ARC, par exemple, donc de laisser passer certaines fréquences et d'en bloquer d'autres, mais on le combine avec l'effet du gain d'un ampli opérationnel et avec tous les avantages qu'on peut avoir d'un ampli opérationnel qu'on a déjà analysé, ce qui veut dire une haute impédance d'entrée, une faible impédance de sortie, un bon rejet du bruit, ce genre de choses, et en plus de pouvoir avoir un gain. Donc, avec les filtres actifs, nous combinons simplement un filtre passif avec un ampli opérationnel. Dans les filtres actifs, nous avons les mêmes 4 grands types de filtres qu'il faut bien évidemment comprendre et se remémorer. Nous avons les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et son inverse, le coupe-bande. Nos filtres vont agir en faisant une atténuation. Donc, nous savons qu'on va laisser passer certaines fréquences. Les fréquences qu'on laisse passer s'appellent les fréquences intermédiaires. Les fréquences intermédiaires sont donc les fréquences dans la bande passante, les fréquences qui peuvent passer sans problème. Mais nous savons qu'à partir de la fréquence de coupure, le filtre va commencer à atténuer le signal. Et il va l'atténuer pour un filtre de base avec un taux d'atténuation de moins 20 dB par décade. Donc, à chaque décade, je rappelle que c'est un multiple de 10 de la fréquence. Donc, à chaque fois qu'on multiplie par 10 la fréquence, on va atténuer de moins 20 décibels, qui est quand même une forte atténuation. Si vous faites le parallèle avec un gain standard, c'est une très forte atténuation. Ça, c'est vrai pour un filtre de base avec ce qu'on appelle un seul pôle. Un pôle, on peut le voir un petit peu comme un étage. C'est un pôle de filtre ou un étage de filtre. On peut en ajouter. Si on veut avoir un filtre qui atténue plus rapidement, on peut ajouter des pôles. Et chaque pôle d'un filtre actif va atténuer, lui aussi, de moins 20 dB par décade supplémentaire. Donc, tout simplement, un filtre, un pôle, va atténuer de moins 20 dB par décade et un filtre à 2 pôles va atténuer de moins 40 dB par décade. Le nombre de pôles qu'on utilise avec un filtre actif
est-ce qu'il va déterminer l'ordre du filtre? Un filtre a un ordre, on va appeler un filtre de 3e ordre, un filtre de 5e ordre, et ainsi de suite, selon le nombre de pôles. Donc un film de 5e ordre sera simplement un filtre à 5 pôles. Regardons la réponse maintenant de nos grands types de filtres. C'est relativement simple, mais c'est important d'être capable de les reconnaître du premier coup d'œil. Donc, un filtre passe-bas. Eh bien, un filtre passe-bas, ça laisse passer les basses fréquences. Ce qui veut dire que notre bande passante va débuter à très basse fréquence, même à 0 Hz, et la bande passante va s'étirer jusqu'à la fréquence de coupure. À partir de la fréquence de coupure, mon filtre passe-bas va atténuer les hautes fréquences. Et il va les atténuer selon l'ordre du filtre, moins 20 pour un premier ordre, moins 40 pour un deuxième ordre, moins 60 dB par décade pour un filtre de troisième ordre, et ainsi de suite. Donc, voici notre réponse en fréquence pour un filtre passe-bas. Bien évidemment, nous avons son opposé. Le filtre passe-haut. Donc, le filtre passe-haut va laisser passer toutes les hautes fréquences. Toutes les hautes fréquences vont pouvoir traverser sans problème, mais ce sont les basses fréquences qui seront atténuées, selon l'ordre du filtre de moins 20 dB par décade ou plus si on a un filtre avec un ordre plus élevé. Donc, notre bande passante va débuter cette fois-ci à la fréquence de coupure et va s'étirer vers l'infini, même si bien évidemment nos composants ont physiquement des limites, ce qui fait qu'on ne peut pas se rendre à l'infini. Il va bien sûr à un moment donné avoir une limite due aux composants et à la fabrication interne de nos composants, mais de façon virtuelle, on pourrait dire, nous allons étendre notre bande passante presque jusqu'à l'infini. Donc, filtre passe haut, toutes les hautes fréquences traversent sans problème. Nous avons maintenant un filtre passe-bande. Le filtre passe-bande va laisser passer simplement une bande de fréquences. Donc, il va avoir deux fréquences de coupure. Il va avoir sa fréquence critique inférieure, qu'on voit ici FC1, et on va avoir une fréquence critique supérieure, qu'on nomme ici FC2. Ces deux fréquences, on voit bien que c'est notre point moins 3 dB, donc ça c'est toujours vrai. Notre fréquence de coupure est au point moins 3 dB. Donc, c'est ici qu'on considère que le filtre ne laisse plus passer vraiment les fréquences ou les signaux. Notre bande passante va donc être entre la FC1, la fréquence critique inférieure, et la FC2, ma fréquence critique supérieure. Ma bande passante s'étire entre ces deux points. Il y a quelques formules que nous devons nous remémorer pour le filtre passe-bande. Tout d'abord, première formule, qui est la fréquence centrale. Nous avons la fréquence FC1 et la fréquence FC2. Eh bien, quelque part au milieu, nous devrions avoir la fréquence qu'on appelle fréquence centrale. Par contre, faites bien attention ici, la fréquence centrale se calcule à l'aide de la moyenne géométrique des deux fréquences de coupure. La moyenne géométrique, pour ceux qui connaissent, c'est différent de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, qui est réalisée en faisant l'addition de deux nombres et ensuite
en les divisant par 2. C'est la moyenne arithmétique. Mais la moyenne géométrique, au lieu de faire l'addition des deux nombres puis diviser par 2, nous faisons la multiplication des deux nombres puis la racine carrée. Ceux qui sont intéressés par plus de détails mathématiques, vous pouvez facilement aller faire quelques recherches sur la moyenne géométrique. C'est un domaine mathématique qui est très intéressant, soit dit en passant. Donc, dans le cadre de notre filtre passe-bande, c'est très important de se remémorer que la fréquence centrale n'est pas exactement arithmétiquement parlant au centre, mais c'est bien la moyenne géométrique qu'il faut faire en multipliant les deux fréquences, puis en faisant la racine carrée. Lorsqu'on a trouvé notre fréquence centrale, on peut déterminer ce qu'on appelle le facteur de qualité. Le facteur de qualité, appliqué à un filtre passe-bande, c'est, on pourrait dire, un facteur qui indique sa qualité et sa sélectivité. Plus un filtre passe-bande est sélectif, plus il sera étroit. Donc, plus la bande passante ici sera étroite. Il est très sélectif, il laisse passer très peu de fréquences. Alors qu'un filtre de plus faible qualité, avec une sélectivité moins bonne, aura une plus large bande passante. Donc, il va laisser passer plus de fréquences, il sera moins sélectif. Si on a un filtre très sélectif, donc un filtre avec une bonne qualité, le facteur de qualité représenté par la lettre Q sera élevé. Il sera typiquement supérieur à 10. Alors qu'un filtre avec un facteur de qualité faible, un facteur inférieur à 10, sera un filtre qu'on peut appeler à bande large. Il va laisser passer beaucoup de fréquences, alors qu'un facteur de qualité élevé déterminera un filtre à bande étroite. Pour calculer ce facteur de qualité, il faut tout d'abord connaître la fréquence centrale. Et tout simplement, notre formule, c'est la fréquence centrale, qu'on retrouve ici, fréquence centrale, divisée par la bande passante. Donc la fréquence centrale divisée par la largeur de la bande passante. Ça nous donne notre facteur de qualité. Cette formule est importante à se remémorer et vous allez voir qu'elle prend en compte, en fin de compte, selon la fréquence et la bande passante, un fil qui serait dans les dizaines de hertz est comparé à un fil qui serait dans les mégahertz. Ce ne sera pas, en fin de compte, la même largeur de bande passante pour un même facteur de qualité. Mais nous n'allons pas trop rentrer dans ces considérations. Gardez en tête ces deux formules qui sont cruciales pour l'analyse d'un filtre passe-bande et de son facteur de qualité. Continuons. Eh bien, à l'opposé du filtre passe-bande, nous avons le filtre coupe-bande. Donc, un filtre coupe-bande va faire exactement l'effet inverse d'un passe-bande. Au lieu de laisser passer une bande de fréquence, il va bloquer une bande de fréquence et laisser passer tout le reste. Donc, vous voyez ici, toutes les basses fréquences traversent sans problème et toutes les hautes fréquences traversent aussi sans problème. Il n'y a qu'une bande de fréquences que nous bloquons. C'est pour cela que nous appelons ce filtre un filtre coupe-bande. C'est vraiment la réponse inverse d'un passe-bande. On peut aussi le voir nommé filtre à rejet de bande, filtre à élimination, filtre éliminateur, quelque chose comme ça, filtre rejecteur. Ce genre de nomenclature peut être utilisé aussi pour un filtre coupe-bande. Juste pour vous donner une application intéressante d'un filtre coupe-bande, eh bien, ça pourrait être pour éliminer du bruit, par exemple,
à 60 Hz. On va fréquemment voir dans nos signaux de faible intensité du bruit à 60 Hz qui provient tout simplement de l'alimentation électrique d'Hydro-Québec. Donc, que ce soit un problème de mise à la masse, une petite différence de masse entre deux équipements de mesure, ou tout simplement le bruit de 60 Hz qui provient d'un fil de puissance électrique qui circule trop proche, ou quelque chose comme ça, la fréquence de 60 Hz peut fréquemment causer des bruits et des parasites dans nos signaux. Eh bien, ça pourrait être une très bonne idée d'utiliser un filtre coupe-bande pour couper tout simplement la fréquence de 60 Hz. On pourrait imaginer un filtre dont la fréquence de coupure inférieure est à 59 Hz et la supérieure à 61 Hz. Donc, tout ce qui est entre 59 et 61 serait coupé. Mon 60 Hz serait donc éliminé et je pourrais éliminer le bruit du 60 Hz tout en gardant tous mes signaux de 1 kHz ou 10 kHz sur lesquels je suis en train de travailler. Voici donc notre petit résumé pour nos 4 types de filtres. Passe bas, tout ce qui est en bas passe. Passe haut, tout ce qui est en haut passe. Passe bande, tout ce qui est dans la bande passante va traverser. Et coupe bande, tout ce qui est dans la bande sera éliminé. Donc soyez sûr de reconnaître ces 4 réponses en fréquence. Maintenant que nous avons vu les réponses de ces filtres, regardons un petit peu comment ils sont conçus. Commençons par le passe-bas. Donc, voici un exemple de filtre passe-bas actif à un seul pôle. Il y a, vous allez voir si vous faites un peu plus de recherche dans le domaine, vous allez voir qu'il y a nombreuses possibilités de montage pour des filtres actifs. Je vous en présente un ou deux exemples qui sont les plus faciles à visualiser, mais vous allez fréquemment rencontrer beaucoup d'autres types de montages qui font le travail de filtre aussi. En ce moment, nous avons tout simplement un circuit ARC. Donc ARC, ici, avec le condensateur en bas, la résistance en haut, j'ai bien un filtre passe-bas de type passif que je vais injecter dans mon ampli opérationnel, lequel va appliquer un gain. Un ampli qui en ce moment est un ampli non inverseur. Je rentre par l'entrée plus, le feedback, la rétroaction est à la borne moins, j'ai un ampli non inverseur. Je vais donc combiner mon passe-bas avec mon ampli non inverseur. Mon gain de mon filtre actif combiné sera assez simple à calculer, vu que nous connaissons déjà cette formule d'un filtre non inverseur, 1 plus RF sur RI. Donc, dans le cas présent, ARF, c'est notre AR1, et ARI semble bien être notre AR2, donc 1 plus RF sur RI, dans notre cas, 1 plus R1 sur R2. Donc, pour notre gain en boucle fermée du non-inverseur, il n'y a rien de nouveau. Et pour notre fréquence de coupure, encore une fois, nous réutilisons une formule que nous connaissons. La fréquence de coupure est 1 sur 2π RC. Nous avons notre résistance R et notre condensateur C. Notre fréquence de coupure est tout simplement 1 sur 2π RC. C'est la fréquence à laquelle nous allons avoir une atténuation de moins 3 dB et à partir de laquelle nous allons atténuer à moins 20 dB par décade pour un filtre à un pôle, comme nous avons ici. Nous avons donc un seul pôle de filtre ARC. Et nous allons avoir une réponse passe-bas. Si je veux un filtre à deux pôles, donc ce qu'on appelle un filtre de deuxième ordre ou de second ordre, eh bien, il y a encore une fois plusieurs façons
de plusieurs configurations possibles. Nous pourrions tout simplement avoir deux circuits ARC suivis d'un autre circuit ARC identique, mais la configuration la plus commune qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la configuration ou le montage Sallen-Key. Donc, qui sont deux probablement sommités dans le domaine de l'électronique que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, Sallen-Key. Donc, nous voyons ici qu'on a tout de même une résistance ARA et un condensateur CA. Nous avons une combinaison ARC. Et nous avons ARB et CB qui font une deuxième combinaison ARC. J'ai donc deux pôles. J'ai deux circuits ARC qui vont faire le travail de passe-bas. Je vais avoir deux circuits. Chaque circuit ARC applique moins 20 dB par décade d'atténuation. Je vais donc avoir un circuit de deuxième ordre à moins 40 dB par décade. Donc, un filtre plus efficace. Comme nous avons encore un montage non inverseur pour notre ampli-up, le gain sera encore la même formule, 1 plus ARF sur ARI, en utilisant évidemment les bonnes résistances. ARF qui est notre AR1 et ARI qui est notre AR2. Et notre fréquence de coupure. Qu'est-ce qui est important dans les filtres à plusieurs pôles? C'est que la combinaison des résistances et des condensateurs soit identique. Donc, mes deux résistances ARA et ARB sont identiques et mes deux condensateurs CA et CB sont identiques. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser tout simplement notre formule 1 sur 2π ARC. Peu importe lequel des deux R ou lequel des deux C que je prends, ils ont la même valeur, je vais avoir la même fréquence de coupure. C'est bien différent et bien plus compliqué mathématiquement parlant si nos résistances et nos condensateurs sont différents. Nous n'allons pas du tout entrer dans ces détails mathématiques, mais vous voyez probablement le principe. Donc, lorsque les deux composants sont identiques, nous pouvons utiliser 1 sur 2π ARC. Si nous voulons faire un filtre passe-bas qui a plus de deux pôles, eh bien, nous allons tout simplement, dans notre cas, combiner les montages que nous venons d'analyser. Par exemple, si je veux un filtre de troisième ordre, je vais combiner un étage à un pôle et un étage de filtre à deux pôles pour faire combiner ensemble un filtre de troisième ordre à trois pôles, qui va atténuer, évidemment, de moins 60 dB par décade. Et je peux ajouter des étages aussi longtemps qu'il est nécessaire pour avoir le nombre de pôles que je désire. La fréquence de coupure est importante d'être la même pour chaque étage. C'est à partir de la même fréquence de coupure que tous mes filtres commencent à atténuer et chacun applique son moins 20 dB par décade. Comme toutes les résistances et tous les condensateurs seraient identiques dans notre cas, eh bien nous pouvons sans problème utiliser encore 1 sur 2π ARC pour trouver la fréquence de coupure. Maintenant pour le gain. Eh bien nous avons plusieurs ampli-up avec chacun leur gain. Il faudra faire la somme ou l'addition des gains en dB de chaque montage. Si vous avez les gains en gain standard, rappelez-vous que nous allons faire la multiplication des étages. Donc, nous allons tout simplement combiner le gain de chaque étage. Voici, par exemple, un filtre passe-bas de troisième ordre. J'ai ici un filtre à deux pôles de configuration Sallen-Key, suivi d'un filtre à un seul pôle, ici, comme le premier que nous avons analysé, qui me fera au total un filtre à trois pôles
de troisième ordre pour une atténuation de moins 60 dB par décade. Voici un exemple de filtre de quatrième ordre, dans lequel j'ai tout simplement combiné deux filtres à deux pôles, deux filtres de deuxième ordre, un à la suite de l'autre, pour faire au final un filtre de quatrième ordre. Et je peux continuer comme ça, autant que j'en ai besoin. Allons maintenant avec nos filtres passe-eau. Comment sont-ils conçus? Eh bien, nous allons avoir, très semblable à nos filtres passe-bas, une combinaison d'un filtre ARC passe-eau. Donc, vous voyez condensateur-résistance au lieu de résistance-condensateur. Le condensateur est en haut, c'est un passe-eau, lequel va entrer dans notre ampli-up non inverseur, donc comme dans notre premier exemple. Le gain de ce montage est toujours 1 plus ARF sur ARI, donc étant donné que c'est un montage non inverseur. Et ma fréquence de coupure sera, elle aussi, encore 1 sur 2 pi ARC. Donc pas trop compliqué pour nos formules avec ces deux types de filtres. Par contre, évidemment, nous avons une réponse passe-haut. Donc, toutes les hautes fréquences vont passer sans problème, et ce sera les basses fréquences qui seront atténuées à un taux de moins 20 dB par décade. Si nous voulons un filtre passe-haut à deux pôles, nous pouvons encore utiliser la configuration Sallen-Key. Donc, nous avons le même type de configuration, mais nous avons interverti la position des condensateurs et des résistances. Nous avons donc condensateur-résistance pour un premier passe-haut et un deuxième étage ici de condensateur-résistance pour un deuxième effet passe-haut. Avec deux circuits passe-haut, nous allons atténuer de moins 40 dB par décade, comme nous avons deux pôles, pour un filtre de deuxième ordre. Ma fréquence de coupure, si mes composants sont identiques, eh bien, je prends n'importe quelle des deux résistances, elles sont identiques, n'importe quel des deux condensateurs, ils sont identiques, et encore 1 sur 2 pi ARC donnera ma réponse, donnera ma fréquence de coupure. Du même principe qu'avec nos passe-bas, je peux combiner plusieurs étages afin d'avoir un filtre de l'ordre que je désire. Par exemple, un sixième ordre, je pourrais combiner 3 filtres à 2 pôles pour avoir 6 pôles, donc un filtre de sixième ordre, pour un total de moins 120 dB par décade d'atténuation. Donc un filtre qui va atténuer très rapidement dès que je dépasse ma fréquence de coupure. En fin de compte, dès que je vais plus bas que ma fréquence de coupure, vu que c'est un passe-haut, je vais atténuer très rapidement. Eh bien, je pourrais le concevoir avec un premier étage à 2 pôles, suivi d'un second, suivi d'un troisième. J'aurai donc, dans le cas présent, 3 étages à 2 pôles pour faire un filtre de sixième ordre. Bien évidemment, les gains seront additionnés pour les 3 étages en dB, ou multiplier les 3 étages pour les gains standards. Si vous concevez ce type de circuit, assurez-vous de mettre tous vos résistances et vos condensateurs à la même valeur pour que tous les filtres atténuent à partir de la même fréquence de coupure. Continuons maintenant avec les passe-bandes. Donc ça s'en vient un peu plus intéressant pour ce qui est des montages. Eh bien, le plus simple que je pourrais présenter comme filtre passe-bande serait de mettre en cascade 2 filtres, un filtre passe-haut et un filtre passe-bas. Dans le cas présent, j'ai décidé de prendre 2 filtres
à deux pôles. Donc un filtre passe haut de second ordre et un fil passe bas de second ordre aussi. En combinant tout simplement ces deux réponses, eh bien, mon premier filtre va laisser passer les hautes fréquences, mon deuxième filtre va laisser passer les basses fréquences, et si mes fréquences sont bien calculées, je vais tout simplement laisser passer par mon filtre passe haut tout ce qui est en haute fréquence ici. Et je vais avoir une première fréquence de coupure qui est définie par 1 sur 2π RC de mon premier filtre. Mais mon second filtre aura une fréquence de coupure un peu différente, qui sera calculée elle aussi par son 1 sur 2π RC de mon second filtre. Et si je combine mes deux réponses, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Ma réponse passe haut, combinée avec ma réponse passe bas, qui a une fréquence de coupure FC2, que nous voyons ici, va nous donner au total une réponse passe bande. Donc, les seules fréquences qui peuvent traverser mon filtre, mes deux étages de filtre, sont celles qui sont entre ma fréquence FC1 et ma fréquence FC2. C'est un exemple de filtre passe-bande de deuxième ordre. Ma fréquence centrale, je vous le rappelle, calculée par la moyenne géométrique, la racine carrée de FC1 multiplié par FC2. Donc, je multiplie les deux fréquences et je fais la racine carrée. Ne vous trompez pas avec la moyenne arithmétique, qui est l'addition des deux fréquences divisée par 2. Ça ne donnera pas la même réponse. On peut aussi utiliser un montage à rétroaction multiple. C'est un montage qui peut un peu ressembler à la configuration Sallen-Key, mais si vous regardez bien, nous avons un passe-bas et un passe-haut dans le même étage. Par contre, je n'ai qu'un seul circuit passe-bas et un seul circuit passe-haut. Donc ici, vous voyez résistance condensateur. J'ai mon circuit passe-bas. Et mon deuxième, j'ai condensateur résistance. J'ai un circuit passe-haut. Donc, ce sont mes deux circuits qui n'ont qu'un seul pôle chacun. Ce qui veut dire que je ne peux atténuer en passe bas que de moins 20 dB par décade et en passe haut aussi de moins 20 dB par décade. Donc, j'ai un filtre passe-bande, mais de premier ordre dans le cas présent ici. Il n'atténue que de moins 20 dB par décade. La fréquence centrale sera déterminée par mes valeurs de R et de C, de résistance et de condensateur, mais cette fois-ci, la formule est un peu plus complexe pour déterminer, étant donné que les composants n'ont pas la même valeur, et je vous fais grâce de ces calculs mathématiques un peu plus poussés. C'est un type de filtre qui va être assez large, donc avec un facteur de qualité qui est assez faible ou assez médiocre, disons-le. C'est un facteur de qualité qui sera inférieur à 10. Donc, c'est une bande qui sera assez large. Ce n'est pas une configuration qui est très adéquate pour un filtre avec un haut facteur de qualité, un filtre qu'on voudrait très étroit. Regardons maintenant le dernier type, notre coupe-bande. Donc, la réponse inverse du passe-bande. Eh bien, nous avons ici un montage qui est intéressant et qui va combiner nos connaissances sur les amplis opérationnels. Nous avons tout simplement notre signal, ici, d'entrée, mais qui va entrer dans les deux entrées de mon ampli up. J'ai en haut, ici, un filtre passe-bas
RC, suivi d'un filtre passe haut, CR, dans le même étage qui rentre dans ma borne moins. Donc un peu comme celui que je viens d'analyser. C'est un peu comme si j'avais ici deux filtres, passe bas et passe haut, qui vont rentrer dans ma borne moins. Par contre, dans ma borne plus, que vous voyez ici, il n'y a aucun effet filtre. Ce qui veut dire que toutes les fréquences, sans problème, vont être présentes à ma borne plus. Tout le principe de ce montage est basé sur une chose. Rappelez-vous la réalité des ampli-up. Si un signal est présent aux deux entrées identiques, il sera annulé. C'est notre mode commun. C'est tout simplement parce qu'on fait une entrée moins l'autre entrée. Donc, si le même signal est appliqué aux deux entrées en même temps, identiques et non déphasées, ce signal sera annulé. C'est sur ce phénomène que nous nous basons pour utiliser le coupe-bande. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons un signal, par exemple, qui est en basse fréquence. Donc, un signal qui est en très basse fréquence va traverser ici dans ma borne plus. Aucun problème, tous les signaux vont être présents à ma borne plus. Mais un signal trop basse fréquence ne pourra pas passer au travers mon filtre passe haut. Donc, les signaux trop basse fréquence seront bloqués ici par mon filtre passe haut. Ce qui veut dire que le signal très basse fréquence sera présent à la borne plus, mais ne sera pas présent à la borne moins. Eh bien, ce qui veut dire qu'il ne sera pas annulé, façon de parler, et le signal à la borne plus se retrouvera à la sortie. Donc, toutes mes basses fréquences ici vont être présents à la borne plus, ne seront pas présents à la borne moins, ne seront donc pas annulés, et on va voir toutes les basses fréquences ici. Même chose pour les hautes fréquences. Les très hautes fréquences peuvent passer à ma borne plus sans problème, il n'y a pas d'effet filtre à la borne plus, sauf que les trop hautes fréquences seront bloquées par mon passe bas. Ce qui veut dire que mes hautes fréquences ne seront pas présentes à la borne moins, ne seront pas annulées, et les signaux vont être présents de l'autre côté. Toutes les hautes fréquences seront présentes de l'autre côté. Maintenant, si je suis directement dans ma bande que je veux couper, eh bien, les signaux qui sont dans la bande vont traverser les deux étages ici de passe haut et de passe bas. C'est comme si l'étage d'en haut, ici la borne moins, est un peu comme un passe-bande. Il n'y a qu'une seule bande de fréquence qui va passer mon passe bas et mon passe haut. Ce n'est que cette bande de fréquence qui sera présente à l'entrée moins. Quand une fréquence est présente à l'entrée plus et à l'entrée moins, eh bien, elle sera annulée. Le signal sera présent aux deux entrées. Nous allons avoir un mode commun, en fin de compte, et le signal sera annulé. Il sera présent aux deux entrées. Donc, il n'y a seulement qu'une bande de fréquence qui sera annulée. Et c'est notre réponse coupe-bande. Il n'y a qu'une bande de fréquence, ici, qui sera annulée car présent aux deux entrées. Et toutes les autres fréquences vont passer sans problème et se retrouver à la sortie. Donc, toutes les basses fréquences, toutes les hautes fréquences, sauf ma coupe-bande. Prenez le temps de bien analyser ce montage, donc un coupe-bande à multiples rétroactions. Et n'hésitez pas à poser vos questions comme à l'habitude sur le canal Teams ou m'envoyer Mio ou autre communication. Donc voilà pour un des types de coupe-bande.
Si tout va bien avec ce que nous venons d'analyser, vous devriez sans problème être capable de faire ce premier exercice. Donc, nous avons un passe-bande de deuxième ordre. Vous voyez bien ici un passe-haut avec ses composants, suivi d'un passe-bas avec ses composants aussi. Vous remarquez que les résistances et les condensateurs pour le passe-haut sont identiques, alors que les résistances et les condensateurs pour le passe-bas sont différentes du passe-haut, mais sont identiques dans cet étage. Chaque étage a un gain déterminé par ses résistances, et vous devriez, à l'aide de nos quelques petites formules d'aujourd'hui, être capable de trouver toutes les informations demandées ici. Prenez donc le temps de faire cet exercice et nous allons analyser cela ensemble dans quelques minutes. Si vous avez terminé, allons-y ensemble. Tout d'abord, nous voulons trouver nos fréquences de coupure. Comment trouvons-nous la fréquence de coupure d'un montage? 1 sur 2π ARC. Donc, pour mon premier étage, si je fais 1 sur 2π ARC, je devrais trouver 234 Hz. Alors que pour mon second étage, si je fais 1 sur 2π ARC, je devrais trouver 1,9 environ kHz. Quelle est donc ma bande passante? Eh bien, ma bande passante, c'est tout simplement la bande qui est entre 234 Hz et 1,9 kHz, ce qui est environ donc de 1,7 kHz, ma bande passante. Quelle est ma fréquence centrale? Rappelez-vous, vous devez faire la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, je multiplie les deux fréquences et je fais la racine carrée. Donc, 234 multiplié par 1941 et la racine carrée du résultat devrait vous donner 674 Hz. C'est ma fréquence centrale. Comme j'ai ma bande passante et que j'ai ma fréquence centrale, je peux déterminer mon facteur de qualité. Le facteur de qualité qui définit la sélectivité du filtre. Le facteur Q est tout simplement calculé par la fréquence centrale divisée par la bande passante. 674 Hz divisé par 1700 Hz me donne un filtre de qualité très faible, 0,4 de facteur Q. Est-ce que c'est donc un filtre qui est très étroit ou très large? C'est un fil qui n'a pas une bonne sélectivité, un fil qui est donc très large. Et si je veux calculer mon gain? Le gain d'un seul étage, c'est assez facile, 1 sur RF sur RI. Donc 1 sur RF sur RI pour mon premier étage, et aussi 1 plus RF sur RI, et aussi 1 plus RF sur RI pour mon deuxième étage. Par la suite, si vous multipliez le gain standard du premier avec le gain standard du deuxième, vous devriez obtenir 11,47 de gain en format standard. Voici pour notre exercice des filtres. Regardons maintenant un montage qui est très intéressant qu'on va voir fréquemment dans plusieurs appareils. Un montage avec lequel nous n'allons pas faire de calcul, mais je veux vous présenter le concept de fonctionnement de ce montage. Dans ce montage, nous avons tout d'abord un sommateur. Donc un ampli sommateur en premier étage, suivi de deux intégrateurs qui font office de passe-bas.
si on y réfléchit, un intégrateur agit un peu aussi comme un passe-bas. Un intégrateur va prendre le temps d'accumuler l'air sous la courbe. Si j'ai donc une fréquence très rapide qui arrive momentanément, l'intégrateur va prendre le temps pour l'intégrer et ne la fera donc pas traverser. Nous avons donc une réponse qui ressemble en effet à un passe-bas. Dans le cas présent, vous pouvez tout simplement les considérer comme deux filtres passe-bas, mais avec un montage un peu différent de ceux que nous venons de voir. Voici maintenant de quoi ce montage pourra avoir l'air avec tous les composants, les trois donc ampli-up, les résistances et les condensateurs. Vous remarquez que notre premier étage ici est bel et bien un sommateur. Nous avons deux branches qui vont entrer dans la même borne moins. Nous allons donc faire la somme des courants qui circulent par R1 et R2. Nous avons bel et bien un sommateur qui rentre dans la borne moins, donc un sommateur inverseur. Nos deux autres étages aussi sont inverseurs. Les deux autres étages aussi entrent par la borne moins. Donc, nous avons ARC ici, donc résistance condensateur, c'est bien un effet passe-bas, semblable à notre montage intégrateur que nous connaissons. Suivi ici d'un autre ARC, donc un autre effet passe-bas pour mon deuxième étage, pour mon troisième étage en fin de compte. J'ai donc deux étages passe-bas qui suivent mon sommateur. La fréquence centrale va être déterminée, bien évidemment, par les ARC de mes deux filtres passe-bas ici. Donc, les fréquences seront déterminées par ces composants. Nous n'allons pas entrer dans les calculs, mais dans le cas présent, nous utilisons des résistances condensateurs identiques pour mes deux étages passe-bas. C'est un type de filtre qui a un facteur de qualité très élevé. Nous pouvons avoir un facteur de qualité jusqu'à 100 avec ce type de filtre. Donc, beaucoup plus élevé que ce que nous avons vu dans notre dernier exemple. Une qualité, un facteur Q de 100 est donc un filtre qui peut être très étroit si nous en avons les besoins. Bon, comment maintenant fonctionne ce filtre? Eh bien, tout d'abord, il faut remarquer qu'il y a trois sorties, ce qui est la beauté de notre filtre à état variable. Donc, c'est le nom de ce type de filtre, filtre à état variable, en anglais variable state, que vous allez rencontrer fréquemment si vous travaillez un peu en électronique. La beauté du filtre à état variable, c'est qu'il combine une sortie passe-haut, il combine une sortie passe-bas et aussi une sortie passe-bande. Nous avons donc trois types de réponses en un seul filtre: passe-haut, passe-bas et passe-bande. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, regardons une à la fois la réponse en fréquence. Commençons par les très basses fréquences. Quand nous sommes en très basse fréquence, eh bien, les filtres passe-bas n'ont aucun problème à laisser passer les basses fréquences. Et les signaux de basse fréquence vont donc tout simplement se ramasser à la sortie ici, et je vais bel et bien avoir l'ensemble de mes signaux basse fréquence à ma sortie passe-bas. C'est donc la réponse la plus facile, on pourrait dire, à comprendre. Les basses fréquences traversent sans problème mon sommateur, mes deux passe-bas, et je vois mes basses fréquences à la sortie passe-bas. Donc, première réponse en basse fréquence. Maintenant,
Pour la réponse en très très haute fréquence, eh bien, tout simplement, comme nous avons ici des passes bas, ils vont bloquer les hautes fréquences. Ce qui veut dire que si j'ai un signal de très haute fréquence qui tente de traverser, il sera bloqué par mes passes bas et je n'aurai pas de haute fréquence à ma sortie ici. Mes hautes fréquences seront présentes ici à ma sortie passe haut. Donc tous les signaux de haute fréquence ne pourront pas continuer leur chemin et seront présents à ma sortie passe haut. Jusque-là, tout devrait bien aller dans notre analyse. Les signaux haute fréquence ne peuvent pas continuer plus loin. Mais comment est-ce que je peux faire après mon premier étage ici pour ne pas aussi retrouver mes signaux basse fréquence? Comment est-ce que je peux les annuler, mes signaux basse fréquence ici? Je ne les veux pas à ma sortie passe haut. Eh bien, nous allons utiliser notre sommateur. Regardez bien. Nos basses fréquences, on le sait, peuvent traverser jusqu'à la sortie passe bas. Eh bien, je vais prendre ces signaux basse fréquence qui ont été inversés 3 fois. J'ai 3 inverseurs ici. Les 3 fois, j'entre dans l'entrée moins, ce qui veut dire que je fais 3 fois 180 degrés. Je fais donc un tour complet, 360, plus un autre 180 degrés. Mon déphasage total de 540 est donc au final de 180 degrés, 360 et un autre 180 degrés. Qu'est-ce que je réinjecte donc avec ma grande rétroaction qui fait tout le tour et qui revient à mon sommateur ici? Je viens additionner l'inverse de mes basses fréquences. Donc, tous les signaux basse fréquence qui étaient présents à l'entrée ici vont se voir annulés par ma rétroaction ici. Je vais additionner l'inverse de mes signaux basse fréquence. Ce qui veut dire que, à la sortie de mon sommateur, les basses fréquences seront annulées. Je vais additionner, en fin de compte, l'inverse dans mes 2 bornes ici. Mes basses fréquences seront annulées et je ne les verrai pas à ma sortie passe haut. Donc, je ne verrai pas mes basses fréquences ici. C'est la façon dont on procède pour déterminer, en fin de compte, et pour différencier la sortie passe bas, qui est à la fin de tout, et ma sortie passe haut, qui est ici, dans lequel nous ne retrouverons aucune basse fréquence. Donc, soyez sûr de bien comprendre ce principe de rétroaction ici, qui vient annuler les basses fréquences. Maintenant, terminons avec notre passe-bande. Nous avons la 3e sortie qui est ici, qui est une sortie passe-bande. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, les signaux qui sont autour de ma fréquence de coupure, donc qui vont être atténués de peut-être -2, -3 dB, mais qui ne seront pas nécessairement complètement annulés. Eh bien, ces signaux vont traverser ici, vont traverser mon premier étage passe bas, mais seront fortement atténués. Ils seront tellement faibles à la sortie ici qu'ils ne seront pas capables de traverser mon 2e étage passe bas. Donc, je ne les verrai pas à ma sortie ici. Par contre, mes signaux qui sont encore, même s'ils sont faibles, présents à la sortie ici, vont eux aussi subir une rétroaction. Regardez, ici, les signaux, je vais les réinjecter, mais je vais cette fois-ci les réinjecter dans l'entrée plus. Je vais donc les additionner avec les signaux que j'ai déjà présentement. Je vais les réamplifier, façon de parler. Je vais les réinjecter pour permettre de les réamplifier
et de les avoir présents bien ici, bien présents à ma sortie passe-bande. Ce n'est seulement qu'une bande de fréquences qui va être réinjectée ici, seulement les fréquences qui sont capables de traverser mon premier passe-bas, mais qui ne sont pas assez puissantes pour traverser mon second passe-bas. Parce que s'il traversait mon second passe-bas, on le sait, il serait annulé par ma rétroaction négative. C'est donc le principe de mon passe-bande. Les signaux encore présents ici seront réinjectés dans ma bande positive et réamplifiés pour être présents à ma sortie passe-bande. Voilà donc le principe. Comme je vous dis, il n'y a pas de calcul associé à ça, mais vous devriez être capable de comprendre le phénomène ou tout de même le concept de ce filtre à état variable qui propose, je vous le rappelle, 3 sorties. Sortie passe haut, sortie passe bande et à la fin sortie passe bas. Et voici ce que nous verrions à notre sortie passe-bande. Nous avons encore une fois, un peu comme tantôt, les réponses de mes filtres passe-bas et la réponse de mon sommateur passe-haut qui fait réinjecter son signal dans la borne plus. Et nous allons avoir donc seulement une bande ici qui peut traverser et être présente à ma sortie passe-bande. Voici pour ce filtre à état variable. Entrons maintenant dans un autre domaine, ce qu'on appelle les caractéristiques de réponse. Nous allons seulement faire un bref survol de ces différentes caractéristiques. Nous n'allons en voir que 3. Mais si vous faites un peu plus de recherche ou travaillez dans le domaine, vous allez voir que des caractéristiques de réponse de filtre, il y en a plusieurs. Plusieurs inventeurs, en fin de compte, plusieurs types de filtres, plusieurs réponses en fréquence pour plusieurs filtres. Eh bien, je commence par vous apprendre que depuis le début de la session, sans même le savoir, à toutes les fois qu'on parle de réponse en fréquence, on parle de la réponse de type Butterworth. Donc, la réponse Butterworth est la réponse qu'on connaît, ce qui veut dire nous avons un gain constant dans la bande passante. Dans toute ma bande passante, j'ai un gain constant, une belle ligne droite dans toute ma bande passante. À partir de ma fréquence de coupure, j'atténue de moins 3 dB instantanément. Et ensuite, j'atténue de moins 20 dB par décade par pôle. Nous le savons maintenant. Donc ça, c'est notre réponse Butterworth. C'est celle que nous avons utilisée sans même le savoir depuis le début. Sauf que selon la circonstance, il peut y avoir plusieurs types de réponses. Nous allons juste en regarder 2 autres pour mettre en parallèle, en fin de compte, les différentes caractéristiques. Pour ce qui est du déphasage de notre réponse Butterworth, comme nous avons fait en laboratoire et en calcul, nous utilisons moins tan à la moins 1 de f sur fc. Ça nous donne une réponse semblable à ceci. Nous avons 45 degrés de déphasage à la fréquence de coupure, qui tend vers 90 d'un côté et qui tend vers 0 de l'autre côté. Sauf que vous voyez que notre réponse n'est pas linéaire. Si vous vous rappelez en laboratoire, nous n'avons pas ici une droite. Ce n'est pas une diagonale bien droite. C'est bien une réponse qui n'est pas linéaire. Une réponse donc en rapport avec notre effet tangente ici. C'est donc notre caractéristique Butterworth. Si vous gardez ceci en tête, nous allons comparer avec 2 autres types de réponses.
Regardons les réponses, d'autres réponses qui sont fréquemment utilisées, la caractéristique de réponse Bessel et Chebyshev. Comparons les deux ensemble. La réponse Bessel, donc vous voyez ici, je vous ai mis, vous avez la Butterworth en rouge, qui est la classique qu'on connaît, gain constant, et ensuite moins 20 dB par décade. La réponse Bessel, donc en bleu ici, la réponse Bessel a elle aussi un gain constant dans la bande passante, mais elle va chuter plus rapidement. Elle va chuter plus rapidement avant la fréquence de coupure. Ce ne sera pas moins 3 dB que nous allons avoir à la fréquence de coupure, ça sera plus atténué. Vous voyez qu'elle atténue plus rapidement, alors que la Butterworth reste constante et ensuite chute d'un coup. La réponse Bessel va atténuer plus tôt, comme vous pouvez voir, alors que la réponse Chebyshev ne sera pas constante dans la bande passante. Le gain dans la bande passante ne sera pas constant. Vous voyez que le gain ici dans ma bande passante, si par exemple j'avais un gain de 100, bien fixe pour ma Butterworth, eh bien avec la réponse Chebyshev, je vais peut-être osciller entre un gain de 95 et un gain de 105 ou quelque chose comme ça. Donc dans ma bande passante, mon gain ne sera pas constant. Par contre, pour la Chebyshev, vous voyez que mon atténuation est plus rapide. Je vais atténuer plus rapidement que moins 20 dB par décade. Il est donc une réponse plus efficace pour ce qui est de l'atténuation. Alors que la réponse Bessel, en bleu, à l'inverse, a une atténuation qui est plus lente. Donc, une atténuation qui est moins que moins 20 dB par décade. Une atténuation plus lente. À l'inverse, par contre, il y a un avantage à la réponse Bessel, même si elle atténue moins rapidement, c'est que la réponse Bessel a un déphasage qui est linéaire. Vous voyez ici la ligne droite, le déphasage avec la réponse Bessel est linéaire. Alors qu'avec la réponse Chebyshev, c'est encore pire, c'est encore moins linéaire que la Butterworth. L'effet tangente est encore plus présent avec la Chebyshev. Par contre, elle atténue beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez que chaque réponse en fréquence ont leur avantage et leur inconvénient. La Butterworth étant, on pourrait dire, celle qui est le juste milieu entre plusieurs types de réponses. On voit bien que la Butterworth est le juste milieu entre l'atténuation rapide du Chebyshev et l'atténuation lente du Bessel, mais est aussi le juste milieu entre le déphasage parfaitement linéaire du Bessel et le déphasage très tangentiel du Chebyshev. On peut donc déduire certains avantages et certains usages. Par exemple, pour notre réponse Bessel, comme le déphasage est linéaire, eh bien nous allons probablement l'utiliser comme filtre pour des signaux avec des impulsions. Donc si vous vous rappelez, vous avez probablement déjà vu le concept dans d'autres cours, une forme d'onde carrée est la combinaison de beaucoup de fréquences en fin de compte pour être capable de créer un front très carré. Eh bien, avec une réponse qui n'aurait pas un déphasage linéaire, chacune des fréquences présentes dans mon train d'impulsion serait déphasée pas de la même quantité, pas avoir le même déphasage pour chacune des fréquences. Ça causerait un problème en fin de compte ça causerait une déformation de ma forme d'onde carrée. Je n'aurais plus une forme d'onde carrée à la sortie. Chebyshev, par contre, serait utilisé dans le cas où on veut un filtre avec une atténuation très rapide.
Ça ne me dérange pas d'avoir un gain qui varie un peu entre 90 et 100 de gain, ça ne me dérange pas. Par contre, à la fréquence de coupure, je veux une atténuation drastique. J'utiliserai donc une réponse Chebyshev. Le type de montage, le type de filtre et le choix, surtout, le choix de nos résistances, de la valeur de nos résistances et de nos condensateurs vont définir si nous avons une réponse Butterworth, Bessel ou Chebyshev. Nous devons donc calculer certains facteurs en prenant en compte tous les composants de notre circuit pour être capable de définir quelle réponse nous voulons avoir. C'est donc quelque chose qui a beaucoup plus rapport avec la conception. Nous n'allons, pour cette session-ci, pas entrer donc dans les détails de conception, comment concevoir une réponse Bessel, comment concevoir une réponse Butterworth, et ainsi de suite. Par contre, ça va être important d'être capable de distinguer ces trois réponses en fréquence, d'être capable de nommer ces trois réponses avec leurs caractéristiques et leurs avantages à chacune d'elles. Voici pour ce qui était de nos réponses en fréquence de différents types. Terminons maintenant avec un aspect un peu plus laboratoire. Je vous parle de ça étant donné que dans notre laboratoire, nous n'allons pas directement monter différents filtres et regarder leurs réponses, on pourrait dire, dans un processus concret. Nous allons probablement le simuler à l'aide de multisim. Mais je veux vous présenter, en fin de compte, comment est-ce qu'on peut faire en laboratoire pour mesurer la réponse d'un filtre. Donc, pour tracer, on pourrait dire, la réponse en fréquence d'un filtre. Eh bien, dans le premier cas, nous avons ce qu'on appelle la méthode par points discontinus. C'est une méthode qui fonctionne avec les moyens du bord, mais qui demande beaucoup de patience de la part du technicien. Le principe, si on regarde ici le petit schéma en bas, nous avons un générateur ici d'ondes sinusoïdales. Notre générateur d'ondes sinusoïdales, qui aura une amplitude constante, donc on va s'assurer d'avoir toujours la même amplitude à l'entrée, va traverser un filtre. Et à la sortie, nous allons avoir l'amplitude à la sortie du filtre. S'il n'y a aucune atténuation, nous allons bien entendu avoir la même tension à la sortie qu'à l'entrée. Mais si le filtre est agi et que le filtre va donc causer une atténuation de ma fréquence, eh bien, je vais avoir une sortie qui sera moindre, une amplitude qui sera moindre. Qu'est-ce que je vais faire pour mesurer toute ma plage de fréquences? Eh bien, je vais commencer par régler mon générateur sur une très basse fréquence, à 1 ou une dizaine de Hertz ou quelque chose comme ça. Et je vais mesurer ma tension de sortie et prendre ce point, le tracer dans un graphique ou le prendre dans un tableau de données. Je vais ensuite augmenter ma fréquence manuellement de mon générateur. Si j'ai mis 10 Hz, je vais mettre 20 Hz peut-être. Et je vais reprendre la tension de sortie. Puis 30 Hz, et je reprends la tension de sortie. Et je peux procéder ainsi sur toute la bande de fréquences jusqu'à peut-être, je donne un exemple, jusqu'à 10 MHz, qui est très élevé. Mais imaginez-vous le temps que ça peut prendre si je veux être précis. Parce que ma précision va dépendre directement du nombre de points que je vais décider de mesurer. Donc, est-ce que je prends une mesure à toutes les 10 Hz? Si je veux me rendre à 10 MHz, c'est probablement pas très concevable comme méthode. Donc, je vais choisir un peu, faire un juste milieu entre la patience et la précision. Et le nombre de points que je vais prendre dans ma bande de fréquence va me permettre de tracer un graphique qui me démontrera l'amplitude de ma sortie par rapport à ma fréquence.
Je vais donc pouvoir voir sans problème quelles fréquences sont atténuées et lesquelles ne le sont pas. Cette méthode fonctionne, mais comme vous pouvez voir, il y a probablement une méthode plus efficace. Par contre, la méthode plus efficace demande du matériel plus onéreux. C'est la méthode avec le balayage de fréquences. Nous allons avoir besoin de deux équipements différents, deux équipements spécifiques. Un générateur de fréquences, mais avec l'option de balayage de fréquences, ce qu'on appelle en anglais un sweep generator. Qu'est-ce que fait un sweep generator, un générateur à balayage? C'est qu'il va, dans un laps de temps très court, faire varier la fréquence de, par exemple, 10 Hz à 10 MHz très rapidement. Il va donc, on pourrait dire, faire bouger le bouton de fréquence très rapidement. Il va balayer toutes les plages de fréquence. Il va envoyer du 10 Hz, ensuite du 20 Hz, du 30 Hz, et ainsi de suite jusqu'à du 10 MHz, et va revenir sur ses pas et va faire continuellement un balayage de fréquence tout en gardant l'amplitude constante. C'est donc le travail d'un sweep generator. Je vais envoyer ce signal dans mon filtre et de l'autre côté, ça me prend un deuxième équipement, un analyseur de spectre. Un analyseur de spectre est un équipement qui est assez dispendieux. Nous en avons d'ailleurs, je crois, 2 ou 3 à l'ENA. Vous allez les utiliser dans vos cours de 5e et 6e session si je ne me trompe pas. Un analyseur de spectre, comparé à un oscilloscope, que nous connaissons bien, un oscilloscope va nous donner l'amplitude sur l'échelle des Y par rapport au temps sur l'échelle des X. Mais l'analyseur de spectre va directement nous montrer l'amplitude, la même chose sur l'échelle des Y, mais sur l'échelle des X, ce sera la fréquence. Donc, il va nous dessiner la réponse en fréquence. C'est pour ça qu'on appelle un analyseur de spectre de fréquence. Donc, mon Spectrum Analyzer, en anglais, va directement me tracer, comme vous voyez ici, j'aurai, par exemple, une réponse passe-bande. Donc, tout ce qui est en bas est coupé, tout ce qui est en haut est coupé, et j'ai une bande passante ici. Et tout ça va se faire tout seul, en quelques secondes, le temps que mon Sweep Generator fasse un balayage complet, et que mon analyseur de spectre puisse collecter les données, soit l'amplitude de sortie, sur toute la plage de fréquence. Ça peut être même de 10 Hz à 10 MHz, mais cette fois-ci, nous allons avoir beaucoup de points de mesure pour une très grande précision de notre graphique de réponse en fréquence. Eh bien, voici pour notre cours sur les filtres actifs. J'espère que vous avez bien suivi, que vous trouvez que c'est une application intéressante des amplis opérationnels. Ça peut vous permettre toutes sortes de montages ou toutes sortes d'applications à la maison. Si vous êtes passionné un peu par l'électronique et que vous désirez aller plus loin, faire des projets personnels, c'est un type de montage, les filtres actifs, qui va être très utilisé, très présent. Je vous souhaite donc évidemment à tous une bonne étude, une très bonne fin de journée et gardez courage pour la fin de la session qui tire à sa fin. Au revoir à tous.